Alors bonjour à tous, je suis François Séguin, je suis conservateur au musée de Picardie à Amiens et je vous accueille aujourd'hui pour vous présenter l'exposition La broderie des Ursulines, chef-d'œuvre du grand siècle, qui est proposée donc au musée d'Amiens du 8 mars au 6 juillet 2025. Alors le propos de l'exposition, c'est de faire découvrir aux visiteurs un chef-d'œuvre très lié à Amiens et un chef-d'œuvre aussi plus largement de l'art de la broderie. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un antependium, donc un devant d'autel, une pièce qui garnit un autel, qui provient d'un couvent amiénois, le couvent des Ursulines, qui était situé en centre-ville d'Amiens, et qui a la particularité d'avoir produit ses propres ornements, donc les sœurs ont brodé leurs propres ornements liturgiques, et l'un des chefs-d'œuvre, l'un des sommets de cet ensemble brodé, c'était ce devant d'autel précisément, que le musée de Picardie a pu acquérir en 2024 et que nous présentons donc lors de cette exposition au public, en expliquant à peu près toutes ses dimensions, sa fonction, son iconographie, son contexte historique, spirituel, et également son aspect technique. Alors cette broderie a été acquise grâce à un concours de bonne volonté en quelque sorte. En fait, on a eu des financements de plusieurs natures, des subventions publiques, en particulier le Fonds du patrimoine, qui est une enveloppe du ministère de la Culture dédiée à l'acquisition d'œuvres d'intérêt patrimonial majeur. Évidemment, Amiens Métropole a financé une bonne partie, la région des Hauts-de-France également. Mais nous avons également reçu des financements privés de particuliers très importants. On a fait une collecte de fonds qui a suscité un vrai engouement parce qu'on a obtenu 45 000 € de donateurs privés et également notre principal mécène qu'on remercie évidemment très chaleureusement, qui est la Fondation Crédit Agricole Brie-Picardie, qui nous a fait un don à hauteur de 100 000 € pour pouvoir arriver à la somme totale de 250 000 € qu'a coûté l'acquisition de cette broderie. Alors nous consacrons une première partie de l'exposition à brosser tout le contexte historique, religieux, spirituel, dans lequel est née cette broderie, dans le lieu dans lequel elle a été fabriquée, le lieu pour lequel elle a été fabriquée également. Et donc ça, nous pouvons le faire au moyen d'un certain nombre d'objets, vous voyez, de dessins, de pièces d'archives, qui nous permettent de nous resituer dans cette histoire des ordres religieux au XVIIe siècle, qui ont connu un véritable essor au XVIIe siècle en France, après un siècle très chahuté, le XVIe siècle, le siècle de guerre des religions, de guerre civile sans fin. Et le XVIIe, au contraire, voit la paix revenir, voit des ordres religieux s'implanter dans toute l'Europe et notamment dans le royaume de France. Et parmi eux, l'un des ordres nouveaux, c'est celui des Ursulines. Alors les Ursulines, c'est un ordre de femmes qui a pour vocation principale l'enseignement des jeunes filles. Mais c'est un ordre dont on voit plusieurs couvents s'implanter dans différentes villes de France. À Amiens, un couvent s'installe à partir de 1616 et c'est un couvent qui s'installe à l'initiative en réalité d'un groupe spontané de femmes qui s'assemblent sous le nom de Filles de la Vierge et qui justement, sans être d'abord des religieuses à proprement parler, se mettent ensemble pour donner une éducation chrétienne aux jeunes filles. Alors de ce premier groupe spontané, nous avons un témoignage, c'est une lettre de l'évêque d'Amiens qui autorise ces femmes à s'assembler sous forme de communauté religieuse et il les charge de trouver en quelque sorte un ordre auquel s'affilier. C'est chose faite donc en 1616 quand des Ursulines de Paris viennent à Amiens fonder un couvent d'Ursulines dans la capitale de la Picardie. Alors ce couvent, il s'installe rue des Jacobins, donc une rue du centre-ville d'Amiens, et on connaît les circonstances de sa fondation, notamment on connaît les gens qui ont posé les premières pierres du chantier de l'église du couvent qui est bâtie à partir de 1624. Et parmi ces gens qui ont posé la première pierre figure une femme dont on a la chance d'avoir le portrait, c'est Charlotte Clapisson, qui est donc une religieuse ursuline elle-même, qui, à l'époque où elle pose la première pierre, est encore mariée à l'époque avec le maire de la ville d'Amiens. Finalement, son mari meurt, elle décide d'entrer en religion et, preuve de l'attachement des élites de la ville d'Amiens à ce couvent, elle-même entre au couvent, elle y passe 42 ans, elle y meurt âgée de 82 ans et elle finit par rejoindre son mari et leur fils dans le caveau qu'ils ont eu le droit d'installer dans l'église des Ursulines précisément. Alors, parmi les Ursulines célèbres, on évoque également une sœur du nom de Sœur de Sainte-Madeleine, de son vrai nom Madeleine Varin. C'est un personnage très important pour notre histoire parce qu'on sait que la chapelle des Ursulines était magnifiquement ornée. On a des descriptions anciennes qui nous disent, je cite pour l'une d'entre elles, c'est un véritable petit paradis terrestre. C'est vraiment très élogieux, c'était décoré, peint, sculpté du sol au plafond. Les chroniques anciennes nous disent que la sœur
parce que c'est bien les sœurs elles-mêmes qui ont conçu et partiellement réalisé ce décor. La sœur qui a conçu la totalité du programme iconographique, du décor de la chapelle, c'est cette Madeleine Varin précisément. Alors de Madeleine Varin, malheureusement, nous n'avons pas de portrait, mais en revanche, on a des éléments biographiques assez nombreux, assez intéressants. On sait notamment qu'elle était fille de peintre, fille de Quentin Varin, un peintre un peu oublié aujourd'hui, mais un peintre important qui est originaire de Beauvais, qui pendant un temps se fixe à Amiens, qui finit sa carrière à Paris, où il emmène avec lui sa famille, dont la petite Madeleine. Il y devient peintre du roi, il répond à des commandes importantes, dont des commandes royales, et finalement il meurt à Paris en 1626. Alors sa fille Madeleine, née en 1611, elle grandit dans ce milieu artistique très, très fécond, elle côtoie les peintres les plus importants du temps, et elle y apprend visiblement à peindre, à dessiner, à broder, toutes sortes d'arts, et visiblement elle est également très douée. Les chroniques nous disent que c'est à cause de ses dons artistiques qu'on lui confie cette tâche de réfléchir, de concevoir le décor. Cette Madeleine, âgée de 15 ans, décide d'entrer dans les ordres. Elle a la vocation religieuse encore plus forte que la vocation artistique, semble-t-il, et donc en 1626, l'année même où son père meurt, elle entre au couvent d'Amiens, le couvent des Ursulines d'Amiens. Elle choisit d'entrer dans un couvent de sa ville natale et non pas un couvent parisien. Et nous avons un document assez émouvant, c'est ce qu'on appelle son acte d'ingression. Un acte d'ingression, c'est un contrat passé devant notaire qui règle les questions pratiques de l'entrée au couvent. Alors ce document qui nous est prêté par les archives du département, il est signé des sœurs, notamment de la prieure, donc la sœur principale qui dirige le couvent, mais également d'un certain Raoul Maressal. On voit sa signature avec, entre le prénom et le nom, une petite tête de mort dessinée. Alors ce Raoul Maressal, c'est pas non plus quelqu'un d'anodin dans notre histoire, c'est donc le grand-père maternel de Madeleine, mais c'était aussi l'un des principaux peintres amiénois de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe. Elle a donc par ses deux parents une ascendance artistique forte, et le document nous apprend aussi une chose très intéressante, c'est qu'elle paye sa dot comme on devait le faire en religion, mais en lieu et place de pension que la famille devait aussi régler pour subvenir aux besoins de la jeune fille. Elle offre 3 tableaux de la main de son père, 3 tableaux de Quentin Varin qui entrent donc au couvent, embryon de la collection artistique du couvent des Ursulines, dont ensuite on nous dit tellement de bien. Alors ces 3 tableaux, malheureusement, ils ont disparu aujourd'hui, mais le document est suffisamment précis pour qu'on sache leur dimension et leur thème iconographique. Et on sait notamment qu'il y avait un tableau représentant les 3 Maries, donc les saintes femmes au tombeau, un tableau représentant une crucifixion et enfin un tableau représentant une Madeleine. Alors pour évoquer ces tableaux perdus, on a pu emprunter à une collection particulière ce très beau petit tableau peint sur cuivre par Quentin Varin qui précisément représente une Madeleine au pied de la croix, une sorte de synthèse des 2 derniers. Tableau qui nous intéresse également parce que je vous ai dit que Madeleine Varin donc s'appelait Madeleine. Elle s'appelle également en religion sœur de Sainte Madeleine, ce qui laisse supposer qu'elle avait une vénération particulière pour cette sainte. Donc ce petit tableau mis en lien avec la pièce d'archive, voilà, prend un sens particulier et même assez émouvant. Alors cette Madeleine Varin, malheureusement, elle ne vit pas très longtemps. Elle meurt à 36 ans en 1647 et les sources anciennes nous disent qu'elle a conçu le décor mais qu'elle n'a pas pu, je cite, y mettre le premier coup de pinceau. Elle confie la tâche à des sœurs qui l'entourent et sur son lit de mort, ce qu'on nous dit en tout cas c'est que la dernière prière qu'elle formule c'est ça, c'est que le chantier puisse être poursuivi et mené à son terme par les autres sœurs du couvent. Alors, visiblement, elle était entendue, parce qu'au couvent des Ursulines d'Amiens, non seulement on avait Madeleine Varin, mais on avait aussi tout un ensemble de sœurs qui ont manifesté des dons artistiques. Certaines d'entre elles nous sont connues par des archives. L'une d'entre elles, on en parle grâce à un document que nous a prêté la bibliothèque de la Sorbonne. C'est une sœur qui s'appelle Françoise Becquerel. Alors cette Françoise Becquerel, elle est passionnante dans notre histoire parce que elle entre très très jeune au couvent. En fait, elle est formée dès ses 5 ans au couvent. Son père, qui devenu veuf, ne se sent pas les possibilités de l'élever lui-même, la confie au couvent. Et donc elle entre chez les Ursulines dès ses 9 ans. Et finalement, elle y passera toute sa vie parce qu'à 15 ans, elle décide d'y entrer en tant que religieuse cette fois-ci et non pas simplement en tant qu'étudiante en quelque sorte. Et les textes, cette lettre circulaire, en fait c'est une lettre qui est envoyée par le couvent d'Amiens au couvent de Paris pour annoncer son décès, mais qui nous donne des éléments biographiques. Donc cette lettre
nous apprend qu'au couvent, elle apprend tout ce que doit savoir une sœur, mais également en lisant les livres présents dans la bibliothèque, apprend la géométrie, la perspective, l'architecture. Elle apprend aussi sur le tas à peindre, sculpter, dorer, broder. Donc elle a vraiment des capacités très étendues et on lui attribue sans aucun doute possible le dessin du maître-autel. Alors le maître-autel, évidemment, c'est la structure vers laquelle tous les regards convergent dans une église, et en l'occurrence, relativement à notre broderie, c'est très intéressant parce que le maître-autel, c'est aussi, bien sûr, la structure que vient orner la broderie que nous avons pu acquérir. Ce maître-autel, malheureusement, nous n'en avons pas de représentation figurée. En revanche, on en a des descriptions très abondante et donc on peut se faire une idée de ce à quoi elle ressemble. On a d'ailleurs commandé à un illustrateur une évocation de ce maître-autel et on constate des proximités iconographiques notamment très proches avec la broderie. Donc on imagine assez légitimement que la broderie a été confectionnée à peu près en même temps que le maître-autel, donc probablement dans les années 1660, le chantier de la chapelle prenant fin dans ces années-là, et on peut supposer sans grand risque de se tromper, que cette Françoise Becquerel, en religion sœur de Sainte Marie des Anges, a dû participer à la confection de l'antépendium, soit en faire le dessin, pourquoi pas, soit broder une partie, vu que le texte nous dit qu'elle est elle-même brodeuse. Donc c'est la seule sœur en réalité dont on peut attacher le nom à cet objet en particulier, les broderies des Ursulines étant par nature des œuvres collectives et anonymes. Donc c'est voilà, les peu de choses qu'on peut attraper dans les sources, évidemment, on s'en sert. Alors le couvent des Ursulines d'Amiens, comme tous les couvents du Royaume de France, disparaît à la Révolution. Les sœurs sont expropriées, les locaux sont utilisés à d'autres usages. En particulier, finalement, ça deviendra une gendarmerie à partir du début du XIXe siècle. Et d'ailleurs, c'est toujours aujourd'hui la gendarmerie du centre-ville d'Amiens, rue des Jacobins. Passe la Révolution, passe l'Empire, arrive la période de la Restauration. Et là, durant la Restauration, un deuxième couvent ouvre à Amiens, un deuxième couvent d'Ursulines qui fait renaître cet ordre religieux sous l'impulsion, alors d'une part d'une ancienne pensionnaire qui lègue une somme d'argent importante en vue de refonder un couvent, et de quelques sœurs qui étaient toujours là et qui se sont assemblées à nouveau pour refonder un couvent. Contrairement au couvent du XVIIe siècle, pour le coup, on a des images de ce deuxième couvent. Alors évidemment, ce n'est pas la chapelle d'origine pour laquelle a été conçue notre broderie. Néanmoins, les broderies elles-mêmes ont été rassemblées, du moins celles qu'on a réussi à ne pas perdre, ont été rassemblées dans cette deuxième chapelle. Donc il a quand même un lien évidemment très direct avec notre sujet. Pour cette seconde chapelle, nous avons toute une série de dessins des frères Dutoit. Les frères Dutoit sont des sculpteurs et dessinateurs amiénois qui ont œuvré une bonne partie du XIXe siècle et qui étaient en plus immédiatement voisins. Ils étaient en face de l'entrée du couvent des Ursulines, qui nous laisse une vue à vol d'oiseau du couvent. On voit également des vues de l'intérieur de la chapelle. On constate que voilà, le décor a beaucoup changé. On ne voit d'ailleurs pas de broderie, mais un document est particulièrement intéressant, c'est celui-ci. C'est donc un dessin fait par les frères Dutoit de ce grand devant d'autel que nous venons d'acquérir. Ce grand devant d'autel qui était donc bien de retour au milieu du XIXe siècle dans la chapelle des Ursulines. Voilà, c'est la plus ancienne représentation en réalité qu'on conserve de ce devant d'autel. On constate qu'il est très fidèlement reproduit. Les couleurs du dessin sont plus vives que les couleurs de la broderie, ce qui probablement trahit le fait que la broderie est exposée durant le XXe siècle à la lumière et donc elle s'est un peu affadie, ou alors peut-être aussi les Dutoit ont un peu forcé le trait, on ne le saura pas. En tout cas, c'est un témoignage très précieux qui atteste bien de la présentation, de la conservation de l'objet dans le couvent au XIXe siècle. Alors, au-delà, cet ensemble de broderies commence à intéresser les érudits, les historiens dans la deuxième moitié du XIXe siècle. On voit notamment que l'œuvre est présentée lors d'une exposition en 1874 à Lille, une exposition qui a rassemblé des œuvres religieuses de tout le nord de la France. Elle est à nouveau présentée ici même au musée de Picardie en 1886 pour fêter les 50 ans de la Société des antiquaires de Picardie qui avait bâti le musée avant de l'offrir à la ville d'Amiens. Ensuite, la pièce est souvent étudiée par des historiens locaux jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à une loi dite loi Combes qui est promulguée en 1904, qui interdit aux congrégations religieuses d'enseigner. Et donc là, les sœurs Ursulines sont obligées de faire un choix, soit renoncer à leurs vœux, soit s'exiler. Elles choisissent bien sûr la deuxième option et elles partent pour la Belgique. C'est la date, en fait une date cruciale dans notre affaire parce que c'est la date
à laquelle la broderie quitte Amiens. Alors non pas définitivement, mais pour 120 ans. Et elle part avec les Ursulines en Belgique, avec également d'autres objets, d'autres broderies qu'elles emportent avec elles. Arrivées en Belgique, probablement pour assurer leur subsistance, parce qu'évidemment, faute d'avoir des pensionnaires, elles n'ont pas non plus de ressources, elles se séparent de certaines broderies. Et on voit, dernier témoignage de la broderie avant son retour à Amiens, on voit qu'en 1910, notre devant d'autel est exposé dans une exposition universelle à Bruxelles, présenté, alors plus comme un objet amiénois, plus comme un objet des Ursulines, mais comme le témoignage que les arts figurés, la peinture en particulier flamande, a eu une forte influence dans les arts décoratifs, dans la broderie. Le lien est déjà rompu en 1910, elles étaient parties en 1904. On sait également qu'en 1910, l'objet appartenait à un abbé qui avait probablement dû l'acheter auprès des Ursulines. Mais en tout cas, à partir de là, les choses deviennent un peu plus floues, la mémoire de l'objet disparaît et lui-même intègre des collections privées. Ensuite, il vivra tout le XXe siècle de collection particulière en collection particulière jusqu'à 2023, date à laquelle donc, nous sommes sollicités en vue d'une possible acquisition de cette broderie extraordinaire qui avait toute sa place à Amiens. Alors ce qu'il faut tout d'abord comprendre, c'est la fonction de cet objet. C'est ce qu'on appelle donc un antependium. Ça vient du latin et ça signifie un objet suspendu en avant de l'autel. C'est vraiment fait pour garnir le bas de l'autel. Grâce à la description très complète que nous avons du maître-autel, nous pouvons replacer cet objet dans son contexte. Vous voyez, il est vraiment installé au bas de l'autel, qui est une structure de plusieurs mètres de haut, très ornée, avec tout un propos iconographique très développé, en lien évidemment avec la spiritualité propre du couvent des Ursulines. Ce qui est particulièrement intéressant de constater, c'est que les iconographies du maître-autel dans son ensemble et du devant d'autel en fait, se répondent très exactement. Nous retrouvons une Sainte Ursule sur la gauche dans les deux cas, un Saint Augustin de la même manière sur la droite. Au centre, nous voyons un épisode de la vie de la Vierge, pas tout à fait le même, c'est une Assomption sur le maître-autel et une Vierge à l'enfant sur le devant d'autel. Néanmoins, elle occupe la place centrale dans les deux cas. Des figures de vertu également entre ces scènes principales, même des petits anges, et pour finir, détail iconographique relativement peu courant, cette colombe qui tient une couronne qui surmonte le maître-autel, comme une gigantesque couronne surmonte aussi la figure de la Vierge sur le maître-autel. Donc nous voyons que c'est vraiment un condensé, une synthèse en quelque sorte de cette structure que nous avons sous la forme de la broderie et également un concentré de la spiritualité des sœurs qui ont brodé, qui ont confectionné l'ensemble de ce décor. Alors, outre la fonction, évidemment, on s'intéresse dans l'exposition à l'iconographie, à la composition de cette broderie, d'une manière générale pour son propos d'ensemble, mais aussi séquence par séquence, parce que nous avons pu retrouver en fait, les modèles. Parce que si les sœurs ont créé cette pièce qui est évidemment une œuvre en tant que telle, une œuvre originale en tant que telle, elles n'ont pas créé à partir de rien. Elles ont pris appui sur des modèles préexistants qui circulaient abondamment à l'époque et qui circulaient notamment par un biais privilégié qui est celui de la gravure. C'est évidemment au XVIIe siècle le meilleur moyen, le plus simple et le plus rapide de faire circuler, de diffuser des modèles et ils se diffusent en fait très largement et les sœurs collectionnent, acquièrent des feuilles gravées pour ensuite s'en servir comme source d'inspiration et les traduire en broderie en particulier. Alors un mot d'abord de la composition d'ensemble. Le centre est occupé par une Vierge à l'enfant. Donc, la Vierge à l'enfant, c'est la dévotion à la Vierge d'une manière générale et la dévotion principale des Ursulines. On se souvient qu'elles s'appelaient à l'origine les filles de la Vierge avant même de devenir des Ursulines. Donc c'est la Vierge reste cette figure centrale de toute leur piété. Les deux scènes latérales, Sainte Ursule et Saint Augustin, ce sont les deux saints patrons de l'ordre. Sainte Ursule, pour les Ursulines, ça va de soi. Saint Augustin, ça s'explique parce que c'est selon la règle de Saint Augustin qu'elles vivent. C'est une règle monastique écrite par ce grand saint de l'Antiquité tardive, mais que la fondatrice des Ursulines, Angèle Mérici, a choisi comme règle de vie. Donc les deux saints principaux. Et entre ces scènes, nous avons des figures de vertu. À gauche, la charité. À droite, la foi, deux des trois principales vertus chrétiennes qui complètent ce propos. Nous avons également des petits
camailleux, des petites scènes comme ça dans des médaillons ovales qui nous montrent 2 épisodes des Écritures, un épisode de l'Ancien Testament à gauche, un épisode des Évangiles à droite, en lien direct également avec la fonction de l'objet. Celui de gauche, il représente une scène de l'Ancien Testament, c'est la scène de la grappe de Canaan. La grappe de Canaan, en fait, c'est un épisode durant lequel Moïse, sorti d'Égypte, décide d'envoyer des espions vers le pays de Canaan, qui est donc la terre promise, pour le dire un peu simplement, voir si ça vaut la peine d'aller plus loin. Et donc ils partent, ils voient qu'à Canaan, le pays est extrêmement fertile, et pour témoignage de cette richesse extraordinaire, ils reviennent avec une gigantesque grappe de raisin qu'ils portent à 2 sur un bâton, chacun un bout du bâton sur l'épaule. Et là, c'est vraiment ce qu'on voit ici. Évidemment, c'est symbole de l'espérance également. Et de l'autre côté, l'épisode de l'Évangile, c'est celui du Christ et la Samaritaine au puits. Alors c'est un épisode de Saint Jean qui nous explique, nous raconte la rencontre donc entre Jésus et une femme du pays de Samarie. Ils se rencontrent auprès d'un puits à midi, évidemment il fait très chaud et le Christ a soif. Et donc Jésus demande à cette femme de Samarie à boire. Elle est très surprise parce que théoriquement, selon les règles du temps, les Juifs et les Samaritains n'ont pas le droit d'avoir d'échange, n'ont pas le droit de se côtoyer. Donc il lui dit comment toi, un Juif, tu acceptes de l'eau d'une Samaritaine? Et lui répond qu'en réalité c'est lui qui donnera l'eau qui étanche la véritable soif et que son message ne s'adresse pas au peuple juif mais à l'ensemble de l'humanité. Donc cet épisode du Nouveau Testament est également une forme d'espérance en quelque sorte, ce qui nous permet au moyen de ces 2 médaillons d'avoir la 3e vertu qui manquait, donc la vertu d'espérance. Par ailleurs, celui de gauche met en jeu une grappe de raisin, celui de droite met en jeu l'eau d'un puits, donc évidemment le vin et l'eau sont mis ensemble au moment de la messe qui se déroule, bien sûr juste au-dessus du maître-autel. Donc on a aussi cette symbolique des matériaux traduite par la broderie. Enfin, le reste du décor est fait d'une frise ornementale, mais également symbolique, d'anges et de fleurs et de fruits qui couvrent toute la partie supérieure avec des fleurs symboliques, évidemment comme la rose, des fruits également tout à fait symboliques comme la grappe de raisin, qui, outre leur vertu ornementale, appuient encore le propos spirituel de cette pièce brodée. Donc, parmi les différents modèles gravés que les sœurs ont utilisés, on en trouve plusieurs degrés en quelque sorte. On voit des modèles qui sont évidents. Quand on les met à côté de la broderie, le doute n'est pas permis. On voit également des modèles qui sont plutôt des sources d'inspiration ou alors des sources d'inspiration croisées. Ce qui fait que c'est à la fois très amusant de retrouver les modèles, mais parfois un peu compliqué et parfois même un peu hypothétique. Alors on va commencer par l'exemple qui est peut-être le plus flagrant dans l'ensemble, c'est la scène qui représente l'extase de Saint-Augustin. Donc l'extase de Saint-Augustin, c'est ce qui est représenté ici sur la broderie. Saint-Augustin, père de l'Église, est en train d'avoir la vision de Dieu, la vision de la Trinité. Il ouvre les bras en extase, il est accompagné de 2 anges et d'une figure de saint priant à genoux. Tous ces éléments-là, en réalité, on les retrouve sur un tableau de Van Dyck, qui est conservé aujourd'hui et qui a été peint d'ailleurs pour l'église des Augustins d'Anvers. Dans ce tableau, les religieuses n'en avaient pas connaissance par la force des choses. En revanche, il a été gravé. Il a été gravé d'ailleurs sous la dictée en quelque sorte de Van Dyck par Peter de Jode, qui est un grand graveur anversois. Et cette gravure ensuite a été largement diffusée, notamment imprimée à Paris. Enfin, elle est arrivée chez les Ursulines, qui l'ont utilisée comme modèle. On voit très clairement que les attitudes et même les détails des visages de ces 4 personnages sont très fidèlement reprises de la gravure, mais on voit également qu'elles ont assez largement aménagé leur modèle. On note des différences assez importantes. La première d'entre elles, c'est peut-être le fait d'avoir déplacé les colonnes qui sur la gravure sont face à la figure du saint, et là elles passent dans son dos. Probablement, dans notre cas, pour ouvrir l'espace vers le centre de l'antépindium et au contraire le fermer vers son bord. De la même manière, à côté du saint, on avait sur la gravure la représentation de sa mère, Sainte Monique. Alors là, les Ursulines, de manière un peu irrévérencieuse, ont supprimé Sainte Monique et ont privilégié, au contraire, une trouée sur un paysage avec cette perspective qui, encore une fois, donne de l'air à la composition. Autre élément très différent, c'est toute la partie supérieure. Ici, sur la gravure, elle occupait presque la moitié de la feuille. Ici, vous voyez que la représentation de Dieu est finalement relativement petite, pour des raisons d'échelle, tout simplement. Et on retrouve un motif d'un Dieu le Père qui ouvre sa chemise, et de cette ouverture du vêtement découle l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe qui vient se répandre sur le groupe de personnages en dessous. En réalité, ce motif relativement simple, il n'est pourtant pas de l'invention des Ursulines non plus. Il a été pris dans une seconde gravure
une gravure de François de Poilly, grand graveur d'origine abbevilloise mais installé à Paris, qui traduit un tableau et que nous avons donc pu mettre en relation avec notre broderie. On constate que là, dans cette deuxième gravure, elles ne prennent cette fois-ci que le motif supérieur pour l'intégrer à cette première composition d'après Van Dyck. Elles font vraiment un jeu de collage, en quelque sorte, pour obtenir une image nouvelle, une image originale, mais très appuyée sur des modèles. Alors là, évidemment, où elles peuvent laisser libre cours à toute leur créativité, c'est dans la manière de traduire cette image au trait, cette image en noir et blanc, au moyen de toutes les techniques de broderie, des matériaux divers, des fils de soie, des fils d'argent, des fils d'argent doré, des perles, des pierreries, tout un ensemble qui sont vraiment l'invention, là, cette fois-ci, des Ursulines et leur talent, leur savoir-faire de brodeuse, qui donne également tout ce relief à la broderie qu'évidemment l'image imprimée n'a pas. Alors nous allons maintenant parler du cas de Sainte Ursule. Sainte Ursule, elle occupe la partie gauche en symétrique de Saint-Augustin et elle est elle-même tirée d'un modèle gravé. Ce modèle gravé, encore une fois, nous l'avons retrouvé. Il s'agit d'une gravure d'un tableau de Romanelli, peintre originaire de Viterbe, mais peintre qui est appelé à Paris par Mazarin pour orner le palais Mazarin, pour orner également les appartements de la reine au Louvre. Et parmi les commandes qu'il reçoit, il reçoit également une commande pour la chapelle de la Sorbonne, pour laquelle il livre un martyre de Sainte Ursule. C'est ce dernier tableau, aujourd'hui disparu, mais heureusement conservé par la gravure, qui a été traduit en broderie par les Ursulines. On constate là encore un certain nombre de ressemblances et un certain nombre de différences. La première ressemblance, c'est l'attitude des personnages. On reconnaît sans aucun doute cette Sainte Ursule avec les bras étendus et ses deux compagnes de part et d'autre qui sont vraiment dans des postures identiques à celles de la gravure, ce qui laisse aucun doute sur le fait que c'est vraiment la source utilisée par elle. En revanche, elle est quand même relativement aménagée, notamment pour ajouter du contexte. La gravure est relativement dépouillée. Les Ursulines, au contraire, ont voulu donner un cadre, en particulier en créant cette colonne et cet effet de drapé qui n'existait pas du tout, mais qu'en revanche, on peut, par effet de symétrie, rapprocher de la colonne de l'épisode de Saint-Augustin. Ça nous permet de fermer cette fois-ci la composition sur la gauche. Elles ajoutent également ce bateau. Donc c'est un élément qui rappelle les circonstances dans lesquelles Sainte Ursule a été tuée et devenue martyre. Lors de son retour de pèlerinage, arrivée à Cologne, elle descend de son bateau et là les Huns les percent de flèches, elle et ses 11 000 compagnes. Elles ajoutent même des détails assez amusants, assez anecdotiques, tous ces petits coquillages qu'on voit sur la grève au bord de l'eau, qui n'existent pas du tout dans la gravure et qui ont été ajoutés par les sœurs. Elles ajoutent enfin ce globe qui est tombé aux pieds de la Sainte, qui symbolise qu'elle renonce à sa royauté terrestre, elle était princesse, fille de roi, pour accéder à une royauté céleste, voilà, symbolisée par les anges qui lui apportent les couronnes de laurier et qui lui ouvrent le ciel en quelque sorte. Dernière différence notable, elles insistent ici sur la nature de martyr de cette sainte en lui ajoutant une palme dans la main droite, palme qui n'existait pas sur la gravure, et pour qu'on voit bien la palme, l'étendard au contraire passe dans l'autre main. Vous voyez qu'on prend quand même des libertés avec le modèle, et tout comme c'était le cas pour Saint-Augustin, les brodeuses évidemment aussi mettent à profit toute leur technique, tout leur savoir-faire pour rendre cette image glorieuse. Et alors là, différence notable également, le vêtement de Sainte Ursule, très simple sur la gravure, devient ici d'une extraordinaire richesse avec, encore une fois, énormément de techniques, de matériaux de la broderie mis en œuvre. Alors cette source est très intéressante pour un fait historique consigné dans des archives. C'est le fait que Romanelli est le tout premier témoin qui nous fait part du savoir-faire des Ursulines d'Amiens en matière de broderie. Alors ça paraît un peu étrange, mais en réalité ce Romanelli, il était donc appelé à Paris pour répondre à des commandes dans la capitale, mais la cour à l'époque était itinérante au gré des circonstances, et en l'occurrence, elle est installée à Amiens en 1646, et Mazarin appelle Romanelli, lui dit de le rejoindre à Amiens, et bon, il est là, et il en profite pour visiter évidemment les choses à voir à Amiens. Il visite la cathédrale, évidemment, mais il visite également le couvent des Ursulines. Et il nous laisse, dans une lettre conservée aujourd'hui à la Bibliothèque Vaticane, un témoignage en nous disant que des religieuses de la ville d'Amiens font des œuvres de broderie absolument magnifiques. Elles sont en train de broder une vie, un cycle de la vie de Sainte Ursule. Et il ajoute cette phrase un peu perfide, c'est magnifique, ce serait encore mieux si elles avaient un bon dessin. Voilà, c'est assez amusant, mais surtout, ça nous intrigue de constater qu'une quinzaine d'années plus tard, les Ursulines brodent précisément d'après une composition de Romanelli. Alors, le savait-elle
On ne peut pas l'affirmer dans la mesure où la gravure ne comporte pas la mention du peintre. Elle comporte la mention du graveur, mais pas la mention du peintre. Mais bon, on peut quand même supposer qu'elles n'ont pas fait les choses au hasard. Et voilà, ce petit clin d'œil historique est quand même assez amusant à relever. Alors, le cas de la Vierge à l'enfant est intéressant parce qu'il est un peu plus complexe à élucider. Alors, la Vierge à l'enfant, on la voit ici, elle tient le Christ enfant sur ses genoux et elle pose sa main de manière très maternelle sur la tête du petit Saint Jean qui vient rendre hommage à son cousin. C'est une scène très classique dans l'art du temps, ce regroupement de trois personnages. Et il a résisté à l'analyse un certain temps parce que si des gravures représentant la vie de Saint Augustin ou de Saint Ursule ne sont pas très nombreuses, évidemment des gravures qui représentent une Vierge à l'enfant avec le petit Saint Jean, il y en a beaucoup plus. Et là, les Ursulines ne nous ont pas facilité la tâche parce qu'en plus, elles ont utilisé des modèles qu'on pense avoir retrouvés. Néanmoins, elles nous ont quand même aménagé assez largement. Mais bon, on propose quand même des hypothèses de rapprochement qui fonctionnent relativement bien et qui expliquent en réalité les bizarreries de cette composition. La première gravure qu'on rapproche de cette scène brodée, c'est une gravure d'après l'Albane, peintre italien, qui a été gravée par Gilles Rousselet. Et cette gravure nous montre la même scène, en fait, une Vierge à l'enfant avec un petit Saint Jean. Si on les compare, on constate que notamment la tête de la Vierge est extrêmement proche. On pourrait presque superposer le dessin de la gravure et le dessin de la broderie, notamment toute la manière dont la coiffure et le voile s'organisent, la mèche passant au-dessus de l'oreille, finissant derrière le voile. Autre élément de comparaison, c'est le profil de Saint Jean, qui encore une fois est extrêmement proche. Néanmoins, on a des différences qui sautent aux yeux. La première, c'est l'attitude du Christ qui n'a strictement rien à voir. Ici, de manière un peu curieuse, il se détourne du petit Saint Jean qui vient lui rendre hommage de manière un peu incompréhensible en réalité. Et d'ailleurs, on voit aussi qu'il pointe vers une direction qui ne renvoie à rien dans notre image. La Vierge, elle, pose la main sur la tête de Saint Jean, mais les jeux de regard ne se croisent pas vraiment. Le Christ semble chercher le regard de sa mère, qui ne le regarde pas vraiment, et Saint Jean fait tout ce qu'il peut pour attirer l'attention du petit Jésus, mais ça ne fonctionne pas très bien. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En réalité, dans la gravure d'origine, le Christ était en lien avec le petit Saint Jean, et là ça fonctionnait beaucoup mieux. Mais au moyen d'une deuxième gravure, on trouve une explication, une raison à cette composition un peu malhabile, c'est que le Christ, lui, provient d'une seconde gravure, une gravure cette fois-ci d'après Stella, et une gravure qui représente la Sainte Famille Aulis. Donc en fait, le Christ a justement cette posture un peu curieuse avec le doigt levé, sauf que dans la gravure, il tient dans la main droite, qui est ici simplement posée sur les genoux, il tient un lys qu'il tend à Saint Joseph, qu'il désigne également du doigt. Donc évidemment, l'attitude du Christ prend tout son sens dans ce contexte-là. Donc on pense tout simplement que les Ursulines ont utilisé ces deux motifs, mais qu'elles les ont juxtaposés au sein d'une nouvelle composition, en complétant en quelque sorte les vides entre ces différents motifs. Et d'ailleurs, quand on regarde notre broderie, elle est magnifique, le dessin est sublime, mais on a quand même quelques maladresses, notamment anatomiquement, quand on voit les jambes de la Vierge, elle a des cuisses qui n'en finissent pas, des tibias au contraire relativement réduits. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche, et en réalité, c'est les éléments qu'elles ont dû compléter. Alors, les sœurs peignaient et dessinaient, mais bon, visiblement, elles étaient quand même plus à l'aise avec la broderie, parce que l'image, dans sa totalité, est une vraie création à partir de sources, vous voyez, cette fois-ci très modifiées, très aménagées. Alors on a encore un troisième niveau d'emploi des modèles. C'est cette fois-ci non plus vraiment l'emploi d'un motif répété, presque décalqué en quelque sorte, mais plutôt quelque chose qu'on peut qualifier de source d'inspiration. Donc on sent qu'il y a une parenté très proche, on a des choses qui nous font penser que voilà, le modèle est bien celui-ci, mais il était tellement transformé que là on arrive dans une dimension qui est plutôt de l'ordre de l'inspiration. C'est ce que l'on retrouve avec la figure de la charité. Alors la figure de la charité, vous la voyez sur la broderie, elle est représentée de manière traditionnelle comme une femme avec des jeunes enfants. Là, elle ne les nourrit pas, mais enfin en tout cas, c'est régulièrement comme ça qu'elle est représentée, et elle tient le cœur enflammé, symbole du cœur ardent, évidemment, qui brûle d'amour, symbole par ailleurs des Ursulines, donc cœur enflammé qui est mis particulièrement en valeur. Alors cette fois-ci, ce n'est pas un modèle d'une charité qui a pu servir aux Ursulines, mais un modèle de Sibylle. Donc cette Sibylle, en l'occurrence, c'est l'une des figures d'un ensemble de plusieurs gravures de Claude Vignon, qui a ensuite été gravé par Rousselet. Et en comparant les images, on retrouve des éléments, on retrouve la position des pieds, on retrouve un peu les drapés, mais surtout, on retrouve cette coiffe
quand même très particulière, ce bonnet orné de pierreries, d'un bandeau de pierreries, et avec des plumes, des grandes plumes qui ressemblent à des plumes d'autruche, recourbées vers l'avant. On a du mal à imaginer que ça puisse être une invention ou une coïncidence de retrouver ce motif très particulier tant dans la gravure que dans la broderie, mais en revanche tout le reste est très différent. Les enfants ne sont évidemment pas du tout présents, la posture des bras est très différente, le cœur enflammé n'existe pas. Voilà, elles ont vraiment choisi des motifs très précis pour agrémenter leur composition, parce que là on peut penser que le dessin leur revient pour une grande partie. Il en va probablement de même pour l'autre figure, la figure de la foi, mais alors là, cette fois-ci, on a échoué à trouver des comparaisons suffisamment flagrantes. On a toujours des choses qui ressemblent, mais jamais des choses qui nous permettent d'être assez sûrs de nous. En tout cas, on voit vraiment, avec ces différents niveaux, à quel point elles savaient regarder l'art de leur temps, parce que c'est très intéressant aussi de noter qu'elles ont regroupé des gravures qui se tiennent dans un espace chronologique relativement restreint. On va des années 1630 aux années 1660, et également des œuvres qui viennent en revanche de toutes les écoles, de toutes les parties d'Europe, peinture flamande, peinture italienne, peinture française, ou gravure directement d'ailleurs, et elles font de tout cet art, de toute cette matière, leur répertoire de formes qu'elles traduisent ensuite en broderie. Alors après avoir vu l'iconographie, la fonction de l'objet, on avait vraiment le souhait d'attirer l'attention des spectateurs sur l'aspect technique de cet objet, parce que c'est une très belle œuvre, mais c'est aussi un chef-d'œuvre technique de broderie. Il déploie un nombre de matériaux, un nombre de points de technique extraordinaires, et c'est vraiment, pour des ouvrières qui n'étaient pas des brodeuses de métier, c'est vraiment une œuvre qui rivalise avec les plus belles productions contemporaines. Alors pour illustrer cet aspect technique, nous avons sorti un certain nombre d'autres œuvres de comparaison qui proviennent pour l'essentiel des collections des Ursulines elles-mêmes, mais qui sont déposées chez nous depuis une vingtaine d'années, et un très beau médaillon avec un Saint-Pierre qui lui fait partie des collections du musée de Picardie. Alors ces œuvres, elles ont le mérite de bien sentir à quel point les Ursulines étaient douées, parce que quand on les regarde, c'est vraiment des petits chefs-d'œuvre, c'est extraordinaire. Ils ont le mérite aussi de montrer des couleurs beaucoup plus vives que celles de l'antépendium, et également pour tous les fils métalliques un aspect très brillant qu'on a un peu perdu avec les fils oxydés du devant d'autel. Ça permet, en faisant un effort intellectuel, de se représenter l'aspect vraiment très luxueux, très brillant, très chatoyant de la pièce à l'origine. Mais ça permet aussi de mesurer l'ambition extraordinaire de ce devant d'autel, parce que là, si ces petites choses sont des chefs-d'œuvre de minutie et de composition, néanmoins, vous voyez que les personnages, les scènes figurées occupent des places beaucoup plus modestes, et que la majeure partie est occupée par des représentations de fleurs qui sont très impressionnantes, mais qui sont somme toute un peu plus simples à exécuter. Au contraire, sur le devant d'autel, ce qui est remarquable, c'est qu'on a vraiment des scènes entières composées avec de nombreux personnages, des attitudes complexes, des paysages, des effets de perspective, et ça, évidemment, c'est particulièrement difficile à rendre au moyen de la broderie. Alors elles le font, les sœurs, grâce à une technique qu'on appelle la peinture à l'aiguille. Son nom veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'au moyen de ces points de broderie, on arrive à obtenir des images qui ressemblent, qui s'approchent autant que possible d'une image peinte, qui évidemment dans la hiérarchie des arts occupe le sommet à l'époque. Donc cette peinture à l'aiguille, elle s'obtient avec 2 points. Alors c'est un peu technique, mais c'est quand même intéressant de l'avoir à l'esprit. Le premier, c'est ce qu'on appelle le passé plat ou passé plat empiétant. Alors lui, il consiste à faire des points de différentes longueurs et qui s'imbriquent les uns dans les autres pour éviter au maximum les effets de délimitation, qu'on ne voit pas précisément où rentre le fil et où il ressort. Cette technique permet d'avoir des grandes surfaces très homogènes et, en variant les teintes de fil, des nuances très subtiles, notamment dans les dégradés, dans les carnations, avec le rose des joues, ou même les dégradés de vêtements. Et ça permet vraiment d'avoir ce côté pictural de la broderie. Et les sœurs d'Amiens étaient réputées particulièrement bien maîtriser précisément cette technique. Elles ont aussi, sur l'antépendium comme sur les plus petites pièces, joué des différents matériaux à leur disposition. En particulier, elles ont mis côte à côte des fils de laine, mat, veloutés, pour toutes les carnations, toutes les parties où on voit la chair des personnages,
Et elles ont utilisé la soie, beaucoup plus brillante bien sûr, cette fois-ci pour des éléments, des rehauts, des éléments où la lumière vient donner un relief particulier. C'est le cas pour tous les contours des personnages, c'est le cas pour les sourcils, pour les cils, pour les boucles de cheveux, les vêtements, toutes les choses qu'on voulait plus brillantes. Et ce subtil jeu de juxtaposition des matériaux permet d'offrir vraiment un relief visuel et un jeu de lumière très subtil, très réfléchi dans cette grande pièce. Autre chose évidemment, c'est les broderies de métal. Ça, les broderies métalliques, c'est l'une des parties les plus techniquement difficiles à maîtriser, et on voit qu'elles le font à la perfection, parce que les fils sont précieux, les fils sont fragiles, et les fils ne doivent pas traverser l'étoffe, au contraire des autres fils, et donc il faut jouer avec tous les points qui permettent de les disposer en couchure, c'est-à-dire couchés sur le tissu et ensuite maintenus par un certain nombre de points. Et là, dans les voiles comme dans la grande pièce, elles utilisent toutes les techniques, tous les matériaux, encore une fois, des fils dorés, des fils argentés, parfois des fils plats, qu'on appelle des lames, parfois au contraire, qu'on appelle en broderie un filet, c'est-à-dire en réalité un élément métallique torsadé, enroulé autour d'une âme de soie qui est ensuite disposé sur la broderie. Elles obtiennent grâce à ça des reliefs également, de la broderie, ce qu'on appelait à l'époque en bosse, on peut dire en ronde bosse aujourd'hui, ou de la broderie en faible relief, obtenue par des systèmes de rembourrage, de petits volumes sur lesquels on vient ensuite rebroder. Tout ça, encore une fois, évidemment avec le côté très brillant du métal, apporte une lumière changeante qui anime véritablement l'œuvre, et on imagine à plus forte raison que le devant d'autel, à la lumière du jour et à la lumière des cierges, devait prendre un aspect mouvant, presque surnaturel, et animer très fortement la composition. On voit également dans ces voiles de calice que certains d'entre eux, en particulier celui-ci, a pu authentiquement être utilisé dans un même contexte de célébration liturgique que notre devant d'autel. Il représente une Vierge à l'enfant, le fond est argenté, donc d'un point de vue, disons, canonial, il n'y a pas de problème à imaginer qu'ils aient été utilisés en même temps. Ça permet aussi de bien se rendre compte que le devant d'autel, pour extraordinaire qu'il soit, ne fonctionnait pas tout seul. Il fonctionnait avec tout un environnement brodé, les autres voiles utilisées pour la messe, les tenues des célébrants eux-mêmes, chasubles, étoles, manipules, etc., etc. Donc c'était tout un ensemble brodé cohérent qui était brodé par les Ursulines et également qui changeait au gré du temps liturgique. On avait plusieurs, comme aujourd'hui d'ailleurs, plusieurs couleurs en fonction du temps, en fonction de la fête, blanc, doré, rouge, vert, violet, etc. Et donc notre antépendium, en fait, aujourd'hui, est en quelque sorte le survivant d'un gigantesque ensemble dont malheureusement la plupart des pièces ont disparu. Mais donc il faut imaginer vraiment cette quantité, cette qualité de production justement assez inimaginable au vu de ce qui est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Outre les voiles de calice qui appartiennent encore à la congrégation des Ursulines, nous exposons exceptionnellement ce très beau médaillon qui représente un Saint-Pierre repentant qui a été acquis par le musée de Picardie il y a une vingtaine d'années et qui est attribué aux Ursulines. Alors son histoire au XIXe siècle n'est pas connue avec grande précision, mais néanmoins la qualité technique, l'ambition même de la pièce et un certain nombre de détails, comme par exemple, vous voyez ce satin de soie brillant derrière le personnage qui forme une sorte de fond, est très proche de ce qu'on a sur notre antépendium. Donc on attribue sans grand risque aux Ursulines ce médaillon qui fonctionnait en paire avec un autre médaillon qui malheureusement n'est plus localisé aujourd'hui. Et là encore, elles ont fait preuve d'une maîtrise particulière de cette peinture à l'aiguille qui transcrit un tableau, en l'occurrence un tableau connu, un tableau même très connu, un tableau qui était largement diffusé à l'époque, un tableau de Guido Reni, dont l'original aujourd'hui est conservé au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, mais dont on connaît d'innombrables versions, Guido Reni ayant quand même eu la capacité d'inonder le marché avec ses compositions, qui ont été traduites évidemment en peinture, mais pas uniquement, là en l'occurrence en broderie, mais on connaît aussi des exemples en tapisserie ou d'autres techniques. Là encore une fois, un exemple d'un tableau de dévotion très proche de notre antépendium et qui montre aussi la variété des types de pièces que pouvaient broder les Ursulines au sein de leur couvent amiénois. Alors cette broderie, à l'issue de l'exposition, elle va connaître un temps d'études techniques et de restauration, parce qu'on a voulu présenter cette œuvre, cette acquisition majeure pour notre musée, aussi vite que possible après son acquisition.
On n'a pas pu donc la restaurer jusque-là, mais évidemment, c'est la suite du programme, si je puis dire. Elle sera donc replacée en réserve, étudiée d'un point de vue technique de manière encore plus approfondie, restaurée avant d'être mise à l'abri pendant un certain temps, parce que les broderies, comme tous les textiles d'ailleurs, sont des objets très fragiles, très sensibles à la lumière. Donc là, ils sont vraiment rassemblés et présentés de manière exceptionnelle au musée jusqu'au mois de juillet. C'est vraiment une occasion à ne pas manquer, parce qu'ensuite, il se passera plusieurs années avant qu'on puisse à nouveau en bénéficier.